vous écoute vous retrouve aujourd'hui. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous quotidien où ensemble nous essayons, comme nous pouvons, de refaire le monde. Notre sujet aujourd'hui s'intitule « Qui suis-je » Miroir, miroir. Ne me dis pas que je suis la plus belle, dis-moi déjà, qui suis-je? Ceci à la faveur de la visite sur notre plateau de deux jeunes dames qui ont de l'audace, qui disent ce qu'elles pensent. C'est très bien ainsi. J'ai le plaisir de recevoir avec moi aujourd'hui Yassira Camara. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes étudiante en droit. Exactement. Vous êtes chargée de clientèle dans une boîte que je ne nommerai pas, d'ailleurs, qui doit être affichée. Merci d'être venue nous parler de ce que vous faites. Et vous n'êtes pas seule. Bonjour Fanta Diallo. Bonjour. Vous êtes, vous, étudiante en sciences politiques. Oui. Merci à vous d'être présente sur ce plateau. Lady vous écoute. Merci. Refait le monde avec les hommes, avec les femmes de tout âge surtout. Parce que, bon, pour nous, c'est un tout petit peu plombé. Mais pour les jeunes, il y a encore de l'espoir. Vous êtes toutes les deux, donc, cofondatrices exactement, de l'association qui s'intitule De la populace. De la populace. Alors, pourquoi ce choix déjà ? De la populace, en fait, pour dire qu'on appartenait à cette population, qu'on appartenait à ce monde. On nous met bien trop souvent à part, dans une minorité. Mais en fait, de la populace, ça veut dire que... On est là. Voilà, qu'on est là et qu'on appartient au monde, on a au même titre que tout un chacun, et voilà. Et puis parce que ça sonnait bien aussi, hein, de la populace. Ça faisait classe. Des rimes en plus. Vous avez fait le choix de vous désigner comme tel au sens associatif, mais c'est aussi une volonté de reprendre à votre compte une stigmatisation. Quand vous dites de la populace, vous auriez pu dire d'ailleurs de la classe, non ? Ouais. Alors, pourquoi ce choix ? Pourquoi vouloir grossir le trait, justement ? Justement pour qu'en fait, il faudrait que tout le monde puisse se sentir de la populace. Ouais. On est sur un constat vraiment qui nous a choqués au point de faire une vidéo un peu trash, comme diraient certains. Et il faudrait que chacun se sente capable, chacun se sente à même d'exister. En fait, on a constaté que les gens oublient d'exister. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils subsistent, ils survivent. Ils n'existent pas vraiment parce qu'ils se perdent derrière des considérations qui les empêchent justement d'avancer et d'être ce qu'ils devraient être. N'avez-vous pas le sentiment, lorsque vous dites de la populace, il faut qu'on reprenne à notre compte ce qu'on nous dit que nous sommes, n'avez-vous pas le sentiment de vous définir en creux ? Pourquoi justement ne pas être tout simplement, indépendamment de ce qu'on vous dit et de ce que vous entendez, que vous n'avez pas forcément besoin de prendre en compte d'ailleurs ? Mais c'est difficile de ne pas prendre en compte, ce qu'on nous dit. Nous n'avons pas tous des esprits de combattants ou de militants, on n'a pas tous des esprits forts. Mon œil. Si, je vous le dis, moi, quand on dit, par exemple, t'as une petite fille de 11 ans, t'es une fatou, t'as des cheveux laineux, etc., machin, elle n'a pas forcément l'illumination de dire « Oh, mais non, je m'en fous, je suis fière de mes cheveux, etc. » Elle peut grandir avec, au contraire, un esprit inférieur, un complexe d'infériorité. Et dans son chemin, dans ce chemin-là, elle peut s'oublier et oublier d'exister. Voilà, exactement. En vous rappelant que nous sommes, comme à l'accoutumée, en direct, un numéro sur le bas de vos écrans, vous allez être conviés à participer à cette discussion qui s'intitule « Miroir, qui suis-je » Si je résume est mal, mais vous êtes là pour corriger. Le reflet qu'ont les femmes africaines notamment, en France aussi, mais partout ailleurs dans le monde, toutes les femmes d'ailleurs de la planète s'interrogent sur qui elles sont. Leur miroir n'est pas seulement le miroir physique, le miroir c'est aussi celui de l'autre. Cet autre est souvent un garçon, quel que soit son lieu d'appartenance, et cette volonté de savoir qui l'on est. On pourrait se demander pourquoi est-ce que les femmes ne savent pas tout simplement qui elles sont, et le dire à autrui, le dire et le montrer et le reconnaître dans ce miroir. Moi, je dirais que je ne vais pas me focaliser que sur la France, mais pour donner un exemple concret par expérience, on oublie, en fait, c'est plus un oubli de soi. Je reviens beaucoup sur ça, c'est un peu énervant. Revenez, nous avons le temps. Mais je me souviens que quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, je voulais être une Française aux yeux bleus, pour ne pas dire une blanche. Je voulais, parce que je sentais que, en étant noire, il y avait
Il y avait quelque chose que je n'avais pas. Je n'arrivais pas à identifier exactement ce que c'était. Donc, pour moi, la solution était de changer radicalement. Et donc, j'ai grandi avec... Je parle pour moi, je ne dis pas que toutes les petites filles de France sont comme ça, bien heureusement, mais je me suis habituée à me mettre toujours oh, il faut que oh non, je suis pas bien mise, non, il faut que je fasse ça, oh non, il faut que je parle comme ça. J'avais toujours une rigueur et du coup, j'ai oublié d'être heureuse, d'être ce que je suis tout simplement. Mais ça, c'est propre à tous les enfants de la planète, quand bien même ils sont dans un contexte culturel où ils sont tous identiques. Si on porte des lunettes, si on est trop grande, trop petite, trop grosse, trop maigre, les enfants n'aiment pas être différents. Ça n'est pas propre à ces jeunes issus de l'immigration. Bien sûr, mais la différence arrivera là où, à l'adolescence, même à l'âge adulte, les choses n'auront pas changé. En fait, c'est là, c'est que je n'ai pas eu une de la populace pour me dire, écoute, c'est pas grave, viens, regarde, viens à l'école, viens, tu vas voir ce que... Enfin, je n'avais pas forcément cette personne ou cette image qui m'encourageait à, avec une voix, avec un parler d'enfant, un langage qu'un enfant pourrait comprendre. Je n'avais pas cette image, ce modèle sur lequel je pouvais m'identifier et me dire c'est pas grave, même si je suis comme ça, au moins je sais que plus tard je pourrais faire ça. Et j'y suis arrivée à reculons, vraiment, parce que si j'avais pas l'aide de mes proches, de ma famille, pour me dire non, tu ne prends pas ce chemin-là, tu prends ce chemin. Mais c'est aussi le rôle de la famille, de toute façon, de nous remettre dans les clous. Nous allons prendre l'avis d'un homme, si vous êtes d'accord. Vous êtes à Toulouse, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Et non, je viens pour participer au débat, là. Nous écoutons. Allez-y, je vous prie, monsieur. Oui, je viens pour participer par rapport au débat sur à quoi s'identifie une femme. Oui. Et je pense que les femmes africaines d'hier, elles s'identifient à leur mère, à leur grand-mère et à des personnes âgées du village ou à des femmes, à des reines, etc., qui vivent bien, qui savent parler, qui savent comment réagir. Mais aujourd'hui, les femmes noires, surtout africaines en France, et elles se répercutent beaucoup plus sur leur peau parce qu'elles veulent devenir belles par rapport à une voisine, à l'autre qui a des moyens plus qu'elles et devenir un peu, je dirais, même brune. Elles se dépigmentent finalement. Et elle ne s'oriente plus à rien, c'est-à-dire l'image de la femme africaine telle quand on la voit, vraiment on a envie de la regarder, est presque disparue. Ça c'est un. La seconde chose, c'est que aussi je me reproche en tant qu'homme dans le sens que nous les hommes aussi nous avons perdu des orientations du fait que parfois par notre façon de se comporter, la femme ne croit plus à nous parce qu'avant, une femme mariée, elle voit l'image de son mari comme une icône, comme, je dirais, comme un canevas à suivre, à vivre. Mais du moment qu'il y a trop de tension à la maison, du moment que le mari ne lui dit plus la vérité, eh bien la femme, elle est perdue du fait qu'aujourd'hui, cette perte de la femme, cette perte comment on appelle, du charme de la femme, de l'image de la femme, elle vient d'une part d'elle-même et d'autre part de l'homme. Merci. Merci, monsieur, pour avoir percuté sur la nature de notre sujet. Aujourd'hui, en effet, en le rappelant à ceux qui prennent l'émission en cours, que notre thème s'intitule « Miroir, dis-moi, qui suis-je » Je voudrais vous laisser le soin de réagir à ce que nous dit le téléspectateur. Vous reconnaissez là l'homme en général, ou est-ce que c'est l'homme africain dans toute sa splendeur, ou est-ce que c'est autrui qui vous parle? Comment sauriez-vous désigner cela? Moi, pour répondre à ce que le monsieur nous a dit, j'aimerais en fait revenir sur le fait que le modèle dont il parlait maintenant est devenu un peu plus médiatique. Il y a un peu plus le modèle occidental qui empiète sur le modèle, comme il dit, traditionnel de la mère, de la femme. Maintenant, les femmes un peu plus claires, un peu plus sexy ont remplacé les femmes modèles, enfin les femmes du village, etc. Alors attendez, on va y aller progressivement parce que dans le village, elles vont se fâcher. Sexy, ça veut dire quoi pour vous?
Sexy, c'est ce qu'on voit à la télé, avec de belles formes, nos formes généreuses. Généreuses, c'est-à-dire bien en chair, sont de moins en moins à la mode. Maintenant, ce qu'on veut, c'est une femme sexy, avec un beau 36, avec un petit décolleté. C'est ça. Maintenant, c'est ça, quoi. Alors, si je vous dis, ça dépend du choix du média que l'on écoute, que l'on regarde pour parler de la télévision. Vous êtes à la télévision, sauf si je ne m'abuse, vous ne faites pas un 32 ni un 36. Non, pas du tout. Et pourtant... mais quand on a, par exemple, on a 100 chaînes en général et que 90 chaînes nous montrent ça, le choix est vite fait pour ceux, bien sûr, qui ne vont pas faire l'effort de rechercher, de se dire « non, je veux regarder ça, non, ça, ce n'est pas pour moi, non, etc. » Parce que du choix, il y en aura toujours. Il est peut-être aussi légitime que chacun puisse trouver, comme on dit, chaussure à son pied, charge. Et c'est cela aussi la responsabilité peut-être de tout le monde, des hommes comme des femmes, et les jeunes femmes aussi, de plus facilement transgresser, briser des tabous, ce qui n'était pas nécessairement facile pour les générations au-dessus. Quel regard portez-vous sur la génération des mamans? Je ne vais pas parler de vos mamans, mais des mamans en général. Alors, pardon, moi, c'est très simple. La génération des mamans, c'est une génération à valoriser. C'est vraiment pas pour faire un discours, pour plaire à tout le monde. C'est vraiment quelque chose que je pense. Et le problème, je pense que Fanta a voulu évoquer, c'est que la nouvelle génération de femmes voit ce modèle des mamans vraiment obsolète. C'est devenu un modèle très ringard, très ringardisé. Et peut-être que, en tout cas, nous avons 22 ans toutes les deux, je le dis, donc de notre point de vue, c'est devenu, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui n'oseraient pas sortir avec leur mère parce qu'elle a un boubou, ou parce qu'elle n'est pas dans les canons. Et sortir soi-même avec un boubou, d'ailleurs, quand on a 22 ans. Alors là, n'en parlons même pas. C'est pour elle. Pourtant, ce sont des choses que nous faisons en été, quand on le peut. On n'a pas de... Vraiment, ce que nous prenons, ce que nous voulons dans l'ONG de la populace, c'est surtout revaloriser les valeurs. Ce n'est pas forcément que tout le monde adhère et tout le monde redevienne exactement à l'époque où nos mamans étaient... Voilà, c'était plus à la mode, c'était plus ethnique, l'exotisme, etc. Mais il faut vraiment que la jeunesse de France et d'ailleurs d'Afrique, qu'on se relève, qu'on sache faire la part des choses entre une soirée où je vais aller en boîte, je vais m'habiller de telle manière, et un autre... Enfin, je ne dis pas qu'il faut s'habiller comme ci ou comme ça. Je veux simplement dire qu'il ne faut pas considérer tel courant comme meilleur que l'autre. Parce que c'est là même, en fait, pour moi, c'est là même le début de la perte de quelque chose de fondamental qu'on doit forcément avoir si on a en optique parce que dans mon optique, je voudrais vraiment qu'on ait une dynamique africaine. C'est quoi une dynamique africaine? C'est-à-dire qu'on soit capable à même de rebâtir, de reconstruire, de boucher les trous. Tout ce qui manque, toute la main, enfin pas la main d'œuvre, mais toutes les élites, tout ce qui manque, qu'on puisse le faire ici et là-bas, qu'on nous dise pas ouais toi t'es assise à Paris là-bas, tu connais quoi d'ici, qu'on puisse tous s'unir. C'est vraiment, je sais que pour beaucoup c'est une utopie, mais j'ai la conviction, je suis persuadée que si on commence déjà à se remettre un peu en question, pas forcément sur tout, mais si on commence à se remettre en question et à se dire il faut que je reconsidère certains de mes idéaux, on pourra faire quelque chose pour demain. Même si c'est au niveau de l'entrepreneuriat, même si c'est au niveau d'un petit commerce, de quelque chose de petit. Parce que, enfin, je m'évade un peu, mais... Ne vous évadez pas. Non, vous ne vous évadez pas du tout. Tout ceci participe de cela. En vous rappelant que, effectivement, notre sujet s'intitule Miroir, dis-moi, qui suis-je pour être et justement impacter son environnement le plus immédiat. Est-ce que c'est donc, dans ce qu'elle nous décrit, l'objet de votre association qui s'intitule De la populace, je le rappelle? Oui, c'est l'objet. L'objet premier, c'est de créer cette élite. Parce que dans cette élite, là, on aura un modèle qui nous correspond le mieux. Parce que si on
on garde les modèles occidentaux, parce que moi, de toute façon, je ne serai jamais blonde, je n'aurai jamais de yeux bleus. Donc, si mon modèle reste tel, mais je suis perdue. Et je resterai perdue à jamais. Mais si j'ai mon élite et que je vais dans ce sens-là, j'ai mon modèle qui me correspond le mieux. Là, même par rapport à ma culture, par rapport à mon éducation, par rapport à mon pays, là, je me sentirais retrouvée. N'avez-vous pas le sentiment que le monde est un grand village et que des modèles, il y en a de toute façon, et que les frontières, on pourrait en faire fi et prendre les modèles que l'on voudrait suivre, où que l'on soit, et où qu'ils soient ces modèles-là, finalement? C'est vrai, mais après, là, on fait preuve de recherche, mais le problème, c'est que là, le modèle vient nous chercher là où on est. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Quand je dis, par exemple, quand je parlais de chaînes, de chaînes majoritaires, etc., on vient nous chercher. Là, je prends je prends ma télécommande et je dis, bon, je vais regarder Télé Sud, bon, je vais regarder Africable. Mais quand j'allume ma télé et que je n'ai pas le câble, par exemple, je tombe sur... Mais ne pas avoir le câble aussi, c'est un choix, parce qu'en même temps, c'est comme écouter tel ou tel type de musique. Les choix de vie que l'on fait se font en fonction aussi, il y a un effort. Oui, c'est vrai, mais c'est à partir d'un certain âge. Quand, par exemple, psychologiquement, on s'est déjà formé, ou intellectuellement, on est déjà formé. Enfin, je pense que... Formaté. Par exemple, à 8 ans, je ne vais pas dire à ma mère, maman, tu sais, il faudrait qu'on ait le câble. Ah ben on dit bien à 8 ans, maman, je ne voudrais passer. On voit que la famille suit. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi de la responsabilité des familles d'encadrer et d'accompagner. Nous allons écouter un deuxième téléspectateur. Vous êtes à La Rochelle, monsieur, bonjour. Bonjour madame. Nous écoutons. Alors, moi je regarde l'émission, j'ai été vraiment impressionné par votre question. Tout à l'heure, vous avez dit une chose qui m'a beaucoup plu. Vous avez demandé c'est quoi être sexy. Ça, c'est très intelligent déjà comme question. Parce que être sexy, pour nous, les hommes africains surtout, c'est un thème qui n'existe pas. Moi, je dirais que ça n'existe pas. Parce que si je vous dis mon âge, une femme qui est sexy, déjà, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que la femme, c'est pas d'être sexy. La femme, c'est déjà quelqu'un qui peut promouvoir la valeur africaine, déjà en Afrique ici, la valeur africaine en Afrique, c'est-à-dire montrer toutes nos qualités qu'on a, faire savoir au monde que les femmes africaines ont leur manière de s'habiller, qui est aussi compétitive sur le plan international, leur manière de réfléchir, leur manière de s'intégrer dans toute la société. Vous avez vu la demoiselle qui est, pas l'autre qui est en blanche, l'autre qui est à côté. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Yassira. Voilà. Elle a vraiment la carrure de... Excusez-moi, je ne juge pas. Elle a la carrure d'une femme africaine typiquement mûre pour son âge, franchement. Et puis elle s'exprime d'une manière qui m'épate. Ça veut dire à la fois elle est européenne, mais vous avez en elle l'africanisme. C'est-à-dire qu'elle connaît les valeurs de la dame africaine. Vous voyez? Là, elle a dit tout à l'heure, quand on porte des boubous, tout à l'heure, quand le moment porte des boubous, il y en a qui ont honte. C'est vrai ce qu'elle dit. Mais le fait de dire déjà, moi, les boubous, je les porte, à un moment, ça épate déjà l'Africain. Et quand elle dit, quand on va en boîte, il ne faut pas suivre le courant. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'elle a dit qu'il faut faire. Parce que je peux aller en boîte, moi, je suis un Akan, la Côte d'Ivoire. Je peux aller en boîte avec un kita. Un kita, c'est un pagne que je balance sur le côté droit. Et je l'ai fait, moi. Moi, je suis venu de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire une fois en Europe, en chaussures Akan et en pagne Akan. Et il y a des gens qui ont été vraiment épatés à l'aéroport de la Belgique, des Européens qui sont venus me voir, me dire, ça, c'est noble, ça. C'est quelque chose de rare. Et ces femmes-là, c'est elles qui doivent, promouvoir toute civilisation de nos mamans africaines en Europe ici, sans complexe. Merci monsieur pour votre appel. Alors, est-ce que tout de même, quand on dit, n'avez-vous pas le sentiment là, dans ce que nous dit monsieur, que la transmission, il parle de valeurs, repose uniquement sur les épaules des femmes, dans le même temps que les messieurs, ils ont beau, là, aujourd'hui, s'émerveiller de ce que vous dites et de ce qu'ils considèrent comme critères, on va dire, esthétiques africains, ce sont encore les mêmes qui vont se retourner sur ce qui ne correspond pas, qui est à l'opposé vraiment de cela, pourtant. Bien sûr, mais moi je pense que ce que le monsieur a dit, il y en a
beaucoup qui le pensent, mais faut pas qu'on se voie la face, que ça soit en été ou en hiver. Si je viens de rencontrer quelqu'un et que je viens le voir, on se donne rendez-vous à Châtelet par exemple, et que je viens en pagne ou en boubou, même s'il prône l'africanité, il n'y a qu'une minorité qui va adhérer, qui va dire « Ah, ça me fait plaisir, commenter, waouh, c'est un retour aux sources. » Et la plupart du temps, ils vont dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient. » Non. Malheureusement, c'est un fait. Et je pense que ce n'est pas seulement les jeunes et que les hommes, même plus mûrs, vont se comporter comme ça. Enfin... Alors, j'ai juste envie de vous dire, mais qui fréquentez-vous? Parce que ça dépend aussi des générations et des personnes. Il y a des personnes pour qui s'habiller en boubou, je ne sais pas quoi, n'est carrément pas un scoop. C'est juste être, tout simplement, pour en revenir à ce dont vous parliez tout à l'heure. Être sans se poser de questions, sans avoir d'état d'âme. C'est peut-être aussi une question d'acculturation, de où on se place, de ce qu'on a reçu comme autre culture qui va peut-être donner envie de faire des comparaisons. Il y a des personnes pour lesquelles la question ne se pose même pas. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous, mais en fait, je pense que vous parlez d'un beau boubou bien brodé. Un boubou est toujours beau, soit dit en passant. Mais bon, ça, c'est subjectif. D'accord. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que de la manière la plus basique qu'on va s'habiller, enfin, j'aime pas trop me focaliser sur les vêtements, sur la coiffure, mais on y va, et on est pourtant, dedans. c'est l'être et le paraître. Oui, exactement. Mais en fait, de la manière la plus basique, on va s'habiller avec un petit t-shirt et un jean. Si on fait la même chose avec c'est là que je rejoins Fanta, avec un haut, un petit à bretelles, avec un pagne, sans plus, il est clair que en tout cas, je suis prête à mettre ma vie en jeu, que de tout âge, de toute origine sociale confondue, professionnelle, l'homme qui va avoir cette femme qui va venir, il va se dire, même s'il ne va pas forcément, même si peut-être qu'il sera hypocrite, il dira waouh, c'est beau, dans sa tête il va dire celle-là, là, c'est quoi ça? Ah, s'il va devoir marcher avec elle, il y aura toujours un côté, oh là là, ce qu'il regarde comme il me regarde. Mais alors, est-ce que ça n'est pas propre à un contexte donné? Parce que là, nous nous adressons à des téléspectateurs qui sont partout dans le monde. Ce que vous dites là, finalement, n'est qu'un coin, un petit coin, un recoin même de la planète. La France n'étant absolument pas le centre du monde. Oui, mais nous avons toutes les deux vécu en Afrique, et en Afrique aussi, ça se fait. Moi, je sais que j'ai fait 1 an et demi au Mali, que je fréquentais toutes sortes toute classe sociale confondue. Et quand je mettais justement le haut à bretelles basique, ou le petit pagne, ou le petit boubou pour aller acheter mon pain à côté, on me prenait pour une domestique parfois. Mais pourquoi ne pas tout simplement faire fi de « on pense que », on dit que si vous êtes dans vos esprits à vous, comment vous sentez-vous, pourquoi vous définissez-vous encore une fois en creux, pourquoi ne pas se dire « moi j'aime ceci, je le fais », et tant pis pour ceux qui n'adhèrent pas. Pour nous c'est déjà clair, nous il n'y a pas de... Je te laisse parler. Oui. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que là, comme ça, on a l'impression qu'on se préoccupe à un point de ce que les gens pensent. Au point d'en faire une association, tout de même. Alors que ce n'est pas du tout ça. En fait, nous, déjà, on veut viser les femmes. Oui. On veut viser aussi et surtout les jeunes filles, les petites filles. Les petites filles africaines. C'est vrai que on s'en fout, mais elles ne s'en foutent pas. En fait, ce qu'on veut, c'est leur donner, leur déblayer la route pour qu'elles puissent prendre. C'est pas grave, elles me critiquent, d'accord, ils n'aiment pas ce que moi je veux, c'est pas grave. Mais au moins qu'elles sachent qu'il n'y a... Justement, ce que vous dites, parce que les enfants ne le savent plus. C'est marrant parce que je suis une enfant de 22 ans, comme dirait ma mère, mais elles ne le savent plus. Moi, je constate une perdition. C'est peut-être très péjoratif de dire ça, mais on s'oublie, on oublie les valeurs, on oublie je sais pas comment dire. Moi, honnêtement, je vais peut-être parler de manière très crue, mais il y a des filles, des petites filles qui nous ont même envoyé des mails. J'aurais dû même les imprimer pour venir, suite à notre vidéo, pour nous dire « Madame, je ne suis pas fière d'être noire. Madame, votre vidéo, elle m'aide. Madame, aidez-moi. » Oh là là. Bon, mais merci vraiment d'être venu en tout cas, parce que bien évidemment, moi je tombe des nues, je ne savais pas que ça pouvait être vécu comme un drame. Mais c'est important de toute façon de l'entendre. Vous êtes la voix de celle des personnes qui le vivent mal. Vous l'avez dit, à un certain âge, vous étiez mal dans votre peau. Ça n'est pas que le propre des femmes d'ailleurs. En face un peu, on va entendre ce qu'ils en disent. Nous allons prendre Monsieur Oman, pardon pour l'attente. Nous vous écoutons, monsieur, bonjour. Arrêtez votre téléviseur, s'il vous plaît, je suis dans votre salon.
Bonjour monsieur. Oh, oui, allô, bonjour. Nous vous écoutons. Voilà, je vous appelle pour réagir au sujet de l'émission. Oui. Donc, en fait, j'étais surpris je suis surpris par une chose, c'est le fait qu'il y a une des invitées qui nous dit que les hommes africains, s'ils ont eu rendez-vous avec une femme, s'ils voient cette dame habillée en vêtements de chez nous, ils ne seraient pas forcément contents. Ça, c'est une première surprise. Pourtant, j'ai fait 20 ans en France, mais je suis quand même assez surpris de ça. Et je pense que ce n'est pas tout à fait le cas. Deuxième chose, qui est pour moi, c'est une chose importante. Je pense que, quand on parle de miroir, je pense que les parents ont quand même quelque chose d'important à inculquer aux enfants dès le bas âge. Ne serait-ce qu'en les habituant, pour les enfants qui sont nés ici, en les habituant à nos vêtements, à nos manières de faire, sans toutefois nier la société dans laquelle nous vivons. C'est important, on a beaucoup de communautés qui le font et ça marche très très bien. Donc je pense que c'est d'abord une question d'éducation pour les Africains qui vivent en France, parce qu'effectivement on a tort souvent de croire que le fait d'être francophone, on n'a plus rien à apprendre la société dans laquelle, enfin on n'a plus rien que nous sommes comme les autres. Or, au final, non, parce qu'on a nos coutumes, nos traditions, et on doit les faire vivre. Et je pense que la majorité des Africains aujourd'hui ont compris cette chose, et que s'habiller en Africain aujourd'hui, c'est une valeur ajoutée, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Donc, merci monsieur pour votre participation. Depuis un moment, vous nous parlez de votre vidéo. On va donc en voir un petit extrait. Vous dites, quand on a les cheveux crépus, on s'entend dire qu'on a des cheveux de laine, ce qui est vrai, soit dit en passant, qu'on est une fatou ou assimilée, ce qui est vrai, soit dit en passant. Quelque part, on pourrait se demander, mais après tout, c'est comme quand on dit à une blonde, elle est blonde. Hein. Je veux dire, rien de nouveau sous le soleil, non? Oui, mais fatou, c'est quand même péjoratif. En quoi est-ce qu'être une fatou est péjoratif d'ailleurs? Fatou, c'est une insulte. Fatou, en quoi est-ce que c'est une insulte? En fait, fatou, l'insulte fatou, souvent on me pose la question, mais qu'est-ce que c'est fatou? Fatou, c'est ramener la femme africaine au plus bas. Voilà, exactement, à l'état animal, à l'état fatou, ça veut dire que tu pues, ça veut dire tu es sale, ça veut dire tu es moche, ça veut dire tu es mal coiffé, tu es mal habillé, c'est tout ça, fatou. C'est pas juste... c'est pas juste fatou... pourquoi tu me dis fatou? Je m'appelle Fanta. Non. Fatou, c'est une insulte. Et je pense que toutes les personnes qui suivent l'émission et qui ont déjà entendu cette insulte seront d'accord avec moi que non, c'est bien plus que tu es blonde. C'est pas tu es noire. Hein. C'est pire. Oui, fatou, c'est... Oui. Pour rajouter, en fait, j'étais en vacances au Sénégal, à Saly. En 2009, si je me souviens bien, et c'était donc un grand camp de résidence avec des maisons qu'on devait louer, et nos voisins, qui étaient français blancs, donc sans les guillemets, exactement, appelaient leur domestique la fatou. Alors qu'elle ne s'appelait pas forcément fatou. Quand on dit la Conchita, pour c'est vrai, la portugaise. Mais le problème, c'est que après, ça prend des proportions tellement énormes et tellement dégradantes qu'on s'est senti obligé, on s'est senti vraiment... c'était un devoir de lever le voile. De faire quelque chose. Voilà. Parce que le monsieur, il me disait « Ah, mais ma fatou, elle n'est pas venue. Ah, mais il faudrait qu'on appelle ma fatou. » Et les enfants « Oui, mais papa, la fatou, elle n'est pas là. » Et d'autant plus que, pour ne pas rentrer dans des considérations de religion, parce que ce sont des sujets dont on ne veut pas forcément prendre le poids, parce que c'est très lourd. Tout en sachant que vous n'allez pas pouvoir en faire l'économie. Hein. Vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, lever le voile, c'est le cas de le dire. À un moment, il faudra de toute façon toucher du doigt chaque sujet. Oui, justement pour ce que je disais, j'ai perdu le fil. Pardonnez-moi. Donc, alors, vous avez voulu faire quelque chose parce que dans leur langage dit courant, cette famille-là désignait la domestique... Pas forcément que pour ça, parce que aussi je me suis fait traiter de fatou énormément dans ma vie. Et comme sur la vidéo, on est aujourd'hui à 270 000 vues. On a le tiers des personnes, des emails qui nous disent c'est vrai, je me sens, oui, dans la rue on nous arrête, oui c'est vrai, on me le dit tout le temps, maintenant quand on va me le dire, je vais pouvoir leur dire non, arrêtez. Et justement, le pire, c'est que Fatou, c'est le nom de la fille du prophète Mohammed.
Je vous disais que vous n'alliez pas faire l'économie de la religion. Oui, mais c'est juste pour... oui, vous avez le pied dedans, là. Mais bon, c'est juste, voilà, c'est juste pour dire aussi à quel point c'est un nom qui est important, qui est respecté. Je pense pas qu'on ferait des blagues avec le nom de Charlemagne pour désigner une entité de personnes, de Français qui s'habilleraient mal ou qui sentiraient mauvais ou voilà, on ne va pas dire « Oh, bouge de là, espèce de Charlemagne » ou « bouge de là, espèce de... » Enfin, je vais pas dire d'autres noms religieux, mais c'est le point, en fait, la douleur et voilà. Nous allons prendre une dame à Orléans et ensuite nous regardons donc cette vidéo dont vous nous parlez tant. Et là, vous n'aurez pas 2000, je ne sais pas combien vues. C'est le monde entier qui nous regarde. Bonjour, madame. Oui, bonjour Lady, bonjour aux invités. C'est depuis la semaine passée que j'essaye d'appeler, mais ça ne passe pas, hein. On n'a pas la chance tout le temps. Je voulais savoir, Lady, est-ce que vous avez déjà abordé le sujet sur la dot en Afrique? Oh que oui, bien sûr. Ah bon, j'ai dû rater l'émission. Bon, à propos de l'habillement, vraiment, je ne sais pas si c'est la mondialisation, mais moi je mets toujours la faute à nos hommes africains. Hein. Vraiment, Lady, j'espère que vous allez faire un jour une émission dessus parce que je ne suis pas raciste, mais vraiment il faudra qu'on revoie vraiment ce qui ne va pas avec nos hommes africains. Parce que quand on voit nos hommes africains qui nous délaissent pour aller prendre les femmes d'une autre race, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment, c'est une souffrance. Ça n'a rien de raciste. Mais vraiment, il faudra qu'on remette les pendules à l'heure. Donc, quand on parle même du physique de la femme, de l'accoutrement, parce qu'on voit aujourd'hui les femmes africaines qui souffrent, elles se sentent obligées de se dépigmenter, de maigrir, de faire du n'importe quoi, tout ça pour attirer nos hommes. Vraiment, Lady, j'aimerais que vous fassiez une émission, vraiment pour savoir pourquoi nos hommes nous délaissent. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec le racisme. Parce que même les femmes blanches nous posent parfois cette question. Elles demandent, mais qu'est-ce qu'il y a? Ce que vos hommes sont attirés vers nous? Parce que quand elles nous regardent, moi déjà là, je suis un peu forte avec les formes, mais quand elles me regardent habillée en tenue africaine, mais elles m'envient. Elle m'envie, et quand elle m'envie, elle se pose sur la question, mais qu'est-ce que ces hommes cherchent derrière nous? Parce que ce sont des femmes qui se font draguer, qu'elles sont belles ou laides, elles se font draguer par nos hommes. Avant, elles se disaient que bon, c'était pour les papiers, mais après, elles se sont dit que maintenant, c'est pas pour les papiers. Donc vraiment, Lady, pensez à ça. Faites une émission, ça vous posez la question à nos hommes, pourquoi ils nous délaissent. Ça n'a rien de racisme, mais vraiment, il faudra qu'on revienne à nos valeurs. Vraiment. Merci madame. Alors la question, quelques questions qu'on pourrait déjà se poser, c'est en quoi est-ce que les individus n'auraient pas la liberté d'être avec des schtroumpfettes s'ils le voulaient? C'est quand même aussi légitime que chacun aille, comme on dit, les goûts et les couleurs, et en matière de couleurs, c'est le cas de le dire, ne se discutent pas. Et autre point aussi, la question pourrait être posée à l'inverse. Ce n'est pas que les untels qui vont vers les untels. On voit bien que la dynamique aussi est vraie dans le sens contraire. Nous allons donc regarder votre vidéo, mesdemoiselles. D'ailleurs, puis-je dire mesdemoiselles ou mesdames, alors qu'on sait que dire l'un ou l'autre veut dire beaucoup. Quand je dis mesdemoiselles, je me mêle de votre vie privée, alors que vous ne m'avez pas forcément donné l'autorisation. On va donc dire mesdames, regardez avec nous. Miroir, dis-moi qui suis-je? À tout de suite. Bonjour, je suis Fatou. Je viens de Bamako. Non, je viens de Dakar. Non, je viens de Conakry. Je viens de partout de l'Afrique de l'Ouest. C'est moi, Fatou. Je sens de la bouche. J'ai mangé des KFC. Ah, les KFC, c'est bon. Tu me connais à Paris, c'est moi, Fatou. Les tissages, c'est 10 € à Château d'Eau. Oh là là, je m'appelle Fatou. Niafou et Fefi, c'est moi. C'est ça la représentation des Noirs. C'est ça, les femmes africaines, c'est ça. C'est ça la Fatou, hein. C'est la sale, c'est celle qui se lave pas, celle qui bouffe du KFC, qui jette les os dans la rue, qui a pas de culture, qui rigole pour rien, qui n'a... Enfin, de la meuf dégueulasse, quoi. Bah, moi, je veux plus entendre ce nom dans ma vie, je veux plus l'entendre. Quand je pense que c'est nos frères qui nous enfoncent dans la merde, nos frères et nos sœurs, parce que le mot Fatou, oui, les gars, ils le disent, ouais, quand tu veux pas répondre. De toute façon, casse-toi, t'es qu'une Fatou.
Mais les filles aussi. Non, mais de toute façon, elle, c'est une fatou. D'accord, moi, je suis une fatou, mais toi, t'es pas une fatou, toi. Enfin, toi, t'es pas... Bref. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, le mot fatou est une insulte. C'est devenu la représentation de toute l'animalité de la femme africaine. Et ce qui se passe, ce qui s'est passé dans la première partie de la vidéo, c'était simplement pour vous montrer ce que vous dites quand vous dites fatou. Fatou, c'est un mot qui a été utilisé en premier lieu par les colons. Pendant la colonisation, nos mères, nos ancêtres femmes étaient appelées les fatous parce que c'était celles qui travaillaient et puis c'était le nom populaire. Donc on avait qu'à les appeler les fatous. Demandez à ceux qui ont vécu le colonialisme, ils vous diront. Donc aujourd'hui, nous, on est de la populace et on a décidé de faire cette vidéo pour vous ouvrir les yeux, pour vous faire comprendre que c'est par des petits gestes qu'on commence à faire quelque chose de grand et de beau, et que ça ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer à se moquer de nous-mêmes, à être auto-raciste. Parce que ça, c'est de l'auto-racisme. Je te laisse expliquer ce que c'est. L'autoracisme, c'est le fait de ne pas s'accepter, d'avoir grandi avec une sorte d'aliénation, de se dire tout ce qui est sale, tout ce qui est bruyant, tout ce qui est gênant, c'est le noir. En étant noir, quand on voit quelqu'un qui rentre dans le métro, qui fait du bruit, on se sent directement pris à partie, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fout la honte, non, machin, tout ça c'est une matrix. Ou quand on voit une fille qui est pas belle, pas bien coiffée, pas bien habillée, oh c'est une fatou. Mais chacun a le droit de ne pas se coiffer s'il veut, de bouffer du KFC comme il veut, de ne pas s'habiller correctement s'il le veut, sans avoir un contremaître derrière lui qui lui dit ce qu'il doit faire. Oh, tu mets pas de faux cheveux, t'es pas une fatou. Oh, tu pues des selles, attention, t'es une fatou. Parce que ce nom, il est destructeur, il est raciste et destructeur. Pourtant, à la base, fatou, c'est un nom musulman. Ça vient du mot Fatima, c'est l'africanisation, la ouest-africanisation du mot Fatima, qui est la fille du prophète, et qui a été changée en bombe atomique pour nous détruire. Et quand vous, en tant que musulmans, vous tous, je ne vais même pas faire d'exception, vous tous, vous employez le... Retour plateau dans Lady vous écoute. Tout le sujet aujourd'hui s'intitule Miroir, dis-moi qui suis-je? Avec des jeunes femmes dans Lady vous écoute, nous donnons la parole aux femmes, aux hommes et aux personnes jeunes aussi, parce qu'encore une fois, c'est l'avenir de demain. Alors que viennent de nous rejoindre sur le plateau deux autres jeunes femmes, jeunes filles, en la personne de Jane Onyemba. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en esthétique et commerce, c'est bien cela? Exactement. Merci d'être présente sur ce plateau. Avec vous vient d'arriver Marthe Oboyi. Bonjour. 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 Vous êtes étudiante en sanitaire et social. Oui, exactement. Merci à toutes les deux d'avoir accepté de participer à cette émission. En vous rappelant que notre ligne de téléphone, vous qui nous regardez, reste ouverte au 01 45 55 76 87. Nous parlons du ressenti qu'ont ces jeunes filles, ces jeunes femmes de leur personne, j'allais dire de leur petite personne, à travers le miroir, pas seulement le miroir physique, mais aussi le miroir social dans un environnement finalement cosmopolite. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes de tout âge. Et le retour que l'on a souvent sur soi pourrait être étonnant. À la faveur, je le disais au début de cette émission, de la visite sur notre plateau de deux autres jeunes personnes, Yassira Kamara et Fanta Diallo, qui sont, elles, cofondatrices de l'ONG de la populace pour remettre les points sur les i, nous disent-elles. Mesdemoiselles, que dis-je, mesdames, merci d'être là. Vous avez entendu ce qui s'est dit au début de cette émission. Pour vous, vous saviez ce que c'est qu'une fatou? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est une fatou pour vous? C'est quand ils taillent. Pardon? Ils taillent les femmes noires. Genre quand, par exemple, on n'est pas bien coiffé ou on n'est pas bien habillé. Oui. Ils nous appellent des fatous. Qui vous appelle des fatous? Les garçons en général. Oui. Ouais, il y a quelques filles aussi, exactement. Et je pense que c'est surtout un prénom qu'on met, c'est une autre image qu'on nous donne. Oui. C'est fatou, femme noire, c'est-à-dire fatou, c'est une description. On dit t'es fatou, t'es mal coiffé, tu pues, t'es mal habillé, t'as un tissage comme ci, comme ça. C'est une critique, quoi.
C'est une critique, c'est un prénom qu'on essaye de nous donner une image alors qu'on n'est pas comme ça. Alors que vous êtes qui? Vous n'êtes pas Fatou, mais qui êtes-vous en fait? Ah bah je suis moi, tout simplement moi-même, Jen. Oui. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Des ongles, des cheveux? Ah, de tout, à tête aux pieds. Et que répondez-vous donc à ces personnes? Ben, ces personnes, franchement, il faudrait déjà qu'ils se regardent eux avant de critiquer les autres. Et comment sont ces personnes d'ailleurs qui vous critiquent? Ben, en général, c'est pas souvent des personnes qui nous arrivent même pas à la cheville, quoi. C'est pas souvent des personnes qui sont bien eux-mêmes et c'est des personnes qui sont pas bien eux-mêmes qui critiquent déjà les autres. Il faudrait déjà qu'ils se regardent eux avant de critiquer les autres, je pense, surtout. Pour vous, c'est comment la femme africaine? Est-ce qu'il y a une manière d'être une femme africaine ou il y en a plusieurs? Oui, il y en a plusieurs. Ouais. Parce qu'il y a différentes femmes africaines. Il y a par exemple les Maliennes, ils mettent des ensembles, des boubous et tout. Nous, Ah, parlez fort. Parlez plus fort, je vous prie. Il y a différentes femmes africaines. Oui. Comme les Maliennes, ils mettent des boubous et tout. Il y a aussi les femmes zaïroises qui... Ouais, ce sont des cultures, des origines différentes en fait. Mais bon, la femme africaine reste la femme africaine dans son contexte, quoi. Ça change pas. Je pense que la femme africaine, elle est connue pour avoir un caractère déjà assez quand même difficile à gérer, mais je pense que voilà, nous sommes des battantes et puis Et pas débattues? Un petit peu quand même. Oui. Hein, je pense que les femmes africaines, ce sont des femmes qui ont fait beaucoup de sacrifices pour elles, pour leur pays. Voilà, ce sont des femmes naturelles et puis je pense Ce sont des femmes naturelles. Naturelles, elles sont elles-mêmes, elles sont pas trop extravagantes. Je trouve qu'elles sont elles sont différentes quoi des autres femmes. Avez-vous le sentiment qu'il soit besoin d'y avoir un mouvement, une association, une ONG pour lutter contre tout ce qui désigne les personnes que vous êtes comme des fatous, par exemple? Est-ce que chacune peut balayer devant sa porte en disant tout simplement « je ne suis pas une fatou, je suis qui je suis » ou alors il faut vraiment y aller toutes groupées, chacune avec sa revendication? Moi, je pense qu'il n'y a pas tellement d'associations pour faire... Je pense pas qu'il y aurait on aurait besoin d'associations pour faire ça. Moi, je pense que même toute seule, on arrivera à se battre. Et puis, il faut pas s'arrêter sur les gens, il ne faut pas calculer. Sinon, je pense qu'on n'avance pas. Il faut continuer à faire notre vie, aller de l'avant, puis c'est tout. On ne va pas s'arrêter sur eux. Sinon, dans ces cas-là, on s'arrête sur tout le monde, puis on n'a pas le temps d'avancer. Simplement. Marthe Boyi, quand vous entendez donc que des personnes ont créé une association pour militer, se battre contre tout ce qui se dit, qui dégrade l'image de la femme, est-ce que vous êtes prêt, disposé à vous engager dans une association comme celle-là ou est-ce que vous vous dites c'est l'œuvre de chacune que de se battre, de se défendre? C'est chacune. Pour moi, c'est chacune. De toute façon, on ne réfléchit pas pareil, on n'est pas tous pareils. Il y en a d'autres qui vont faire des associations et comme il y en a d'autres qui vont se battre tout seuls. Prouver que comme quoi, non, je ne suis pas une fatou, je suis comme ci, je suis comme ça. Quel message auriez-vous à adresser aux hommes, aux garçons surtout, de votre âge? Par rapport au respect de la femme, j'entends, par rapport à l'image qu'eux, ils ont de la femme. On est comme ça, quoi qu'il arrive, soit ils nous aiment, soit ils nous aiment pas. Quand vous dites on est comme ça, c'est quoi ce comme ça? On est comme ça physiquement, on ne peut pas changer une personne comme ça. Oui. Des réactions, mesdemoiselles? Oui, je saute dessus. Alors, sautez. Alors, en fait, je voudrais émettre une nuance. Notre ONG, c'est vrai que dans notre première vidéo, donc notre première action, nous parlons de l'appellation Fatou. Nous parlons de la considération qu'ont certains à l'encontre des filles africaines, mais ça ne veut certainement pas dire que toute notre lutte... On a bien compris que ça n'est pas réduit à cela. Sûr, ça n'est pas votre seul objectif. Bien sûr, c'est important de le préciser, en effet. Et comme je l'ai dit, je ne sais pas si vous avez entendu plus tôt, le but pour nous, c'est de en fait, je peux te tutoyer, comme tu l'as dit tout à l'heure, nous, on le sait, on peut balayer devant notre porte. Sauf que moi, vraiment, avec toute mon âme, je pense aux plus jeunes. Je pense à mes petites sœurs, je pense à mes nièces, je pense aux petites je ne veux absolument pas qu'elles vivent ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que peut-être
vous voyez que vous avez demandé ce qui était une fatou, elle vous a dit exactement ce qu'on a dit plus tôt. Elles ont écouté au début quand même. Parce qu'elles connaissent. Et beaucoup de filles acceptent et se taisent et grandissent justement avec ce mal-être, je vais dire ce double... Il y a une double... pour moi, la femme noire, que ce soit en France et ailleurs, hein, partout, il y a une double... comment dire pression, voilà. Il y a une double pression parce qu'il y a la pression de la famille, de la maman, ne fais pas ça, fais ça. Il y a la pression. Est-ce que c'est forcément une pression quand la famille qui est là dans son rôle de responsable pour encadrer, c'est vécu comme une pression ou est-ce que c'est forcément une pression? Plus jeune, je le voyais comme une pression, mais aujourd'hui, je remercie Comme Dieu. une bénédiction. C'est une bénédiction. Le fait d'avoir été envoyée, pour moi, en Afrique, pour moi, c'était une punition. Je pleurais. Je dis, pourquoi vous m'envoyez? Mais quand je suis arrivée là-bas et que j'y ai vécu, j'ai fait mon brevet, j'ai fait le lycée, j'ai vu qu'il y avait autre chose. C'est peut-être sur cette autre chose qu'on C'est devrait juste- s'interroger, voilà. parce que quand il y a ce sentiment d'enfermement et qu'il n'y a que des critères, que les mêmes critères, que les mêmes références qui reviennent, alors que le monde, encore une fois, est un grand village à travers les médias notamment, qu'on peut avoir le choix de ne pas regarder sans nommer de chaîne, une chaîne où tout le monde fait les choses de la même manière. Il y a d'autres modèles et chacun doit faire peut-être cet effort. Je voudrais vous demander de réagir sur le rôle des parents, parce que quand vous dites il ne faudrait pas que les plus jeunes soient dans cette double pression, qu'elles ne vivent pas ce que nous avons vécu. Et les parents dans tout cela, ne pensez-vous pas qu'il faille s'adresser justement aux parents pour qu'eux, ils puissent accompagner en prenant conscience de ce que vous avez vécu en tant qu'enfant? Oui, bah justement, je voulais rebondir là-dessus. Oui. On ne va pas se focaliser que sur les jeunes, parce qu'il y a aussi un énorme travail à faire sur les plus âgés. Parce que moi, je sais que quand on m'insultait, par un exemple encore, hein, quand on m'insultait de fatou à l'école et que quand je rentrais chez moi, j'étais désemparée parce que je me sentais perdue, je ne pouvais pas en parler avec ma mère parce qu'elle n'allait pas comprendre. C'est ce que vous pensiez? Mais je lui en ai parlé une fois. Salut maman. Mais elle m'a dit, oh mais c'est rien. Oh mais quoi? Mais oh, tu t'appelles Fanta de toute façon. Alors que c'était plus lourd. Et aujourd'hui, que vous en dit-elle justement? Elle en a pris maintenant, conscience? elle est super contente. Elle me dit, c'est bien, je t'accompagne dans ton ONG. Elle est super heureuse. Aujourd'hui, elle est contente. Et elle m'a dit peut-être que quand tu me disais, j'aurais dû en fait en parler avec toi. J'aurais même peut-être dû aller voir ta maîtresse pour lui expliquer qu'il y a des choses qui sont inadmissibles, qu'on n'a pas le droit d'insulter ma fille parce qu'elle est de race noire, etc. Parce que les fatous, c'est dessiné au noir, hein, on ne va pas se voiler la face. Et voilà. Et donc, nos parents ont un rôle à jouer. Est-ce que le premier miroir des filles, notamment, puisque vous parlez des petites filles, n'est pas la maman, justement? Pas seulement dans ce qu'elle dit, mais dans sa manière d'être, dans comment elle s'habille, dans comment elle se coiffe. Est-ce que ce n'est pas le premier miroir des petites filles? Ah, le tout premier alors, hein, parce qu'après, ça change. Ça change, hein. Ouais. Ah oui, après, c'est pas pareil. Ce sont des choses différentes. Ah oui. Dès qu'on a atteint une certaine... on croit qu'on peut commencer à se dire ouais, non, écoute, ouais, ma mère, je suis pas comme ma mère, non, mais moi, les boubous, tout ça. On n'a pas envie de ressembler à sa mère. Mais même à la sortie de l'école, ça se fait quand on sort et qu'on voit une maman à l'européenne, bien pimpante, toute mince. On a envie que ce les soit la enfants, nôtre. ils font directement la différence. Oh, ta mère, elle est trop belle, elle est trop jeune, elle est comme ça. Alors que si c'est une maman qui vient en boubou, on va dire enfin, on va peut-être. Et on se cache quand on voit sa mère arriver en boubou à l'école. Moi, honnêtement, on dit maman, tu me colles la honte. Je vais faire une confidence qui va oui, être personne ne nous écoute, allez-y. Mais moi, je sais qu'il y avait un moment où ma mère, je disais aux gens que c'était ma grand-mère. Vous voyez elle est au courant, elle n'était pas au courant, elle va le savoir. Non, mais elle est en train de l'apprendre. Pardon, maman. Non, mais maintenant, j'ai grandi, alors, j'ai compris. Pourquoi vous disiez cela? Parce que je ne voulais pas être assimilée, parce que je sais pas, les images que je voyais tout le temps, dans le métro, dans le bus, les pubs, les trucs, tout le temps, c'était une image, c'était vraiment, c'était pas, voilà, c'était autre chose, et qui me pourtant, je me disais, mais pourtant, je suis une Africaine. Et il y a une autre voix qui disait, non, regarde, mets une mini-jupe. Enfin, là, je vous dis un peu ce qui se passe dans ma tête, c'est un peu Bagdad dans ma tête, mais voilà, c'est
Et là, enfin, je bégaye, excusez-moi, notre lutte, notre cause, c'est vraiment de créer une... Quand je dis élite, c'est vraiment pas élite dans le sens énarque. Non. C'est-à-dire que tu peux être un artisan, tu sais faire quelque chose. Des modèles. Voilà, c'est créer vraiment une dynamique, à la rigueur, sans foutre de l'apparence, oui, tu as des mèches, tu ne peux pas parler de l'africanité puisque tu as des mèches. Non, je suis désolée. Je suis africaine, je suis française aussi, mais je veux quelque chose de bon pour mon continent. Et je sais qu'à force de créer, de sensibiliser, de faire des voyages même où on peut faire des échanges, où des jeunes d'ici vont là-bas et des jeunes de là-bas, vraiment, où on a des dynamiques, on se bat, on pourra réussir, on pourra faire autre chose, donner un autre espoir à nos petits frères. Parce que quand je serai maman, quand je serai plus âgée et que ma fille va me dire « Mais maman, pourquoi la situation n'a pas changé? Qu'est-ce que tu as fait ?» Je ne veux pas avoir le... Non, mais rassurez-vous, votre fille va vous dire « Maman, pourquoi tu as les cheveux comme ci ou pas comme ça ?» En général, c'est ce qu'elle dit. Non, parce que je vais bien la formater. Alors, tout de même, je voudrais poser une mauvaise question, mais vous n'alliez pas y échapper. Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas être une fatou, qu'on ne veut pas entendre dire qu'on a des cheveux de laine, qu'on fait le choix d'avoir des cheveux pas de laine? Mesdemoiselles. Non, je pense pas du tout. Moi, je pense que d'un côté, oui, parce qu'on a les modèles qui s'imposent, mais d'un côté, non. Moi, j'ai déjà eu des locks, j'ai déjà eu la tête rasée. Je peux me raser la tête si je le veux, et sans avoir ah, mais si je fais ça, on va me traiter de fatou. Ah, mais si je fais pas ça, on va me dire que je ne suis pas dans l'africanité. Non. Aujourd'hui, je sais qui je suis, c'est le plus important. Je peux me promener avec toutes sortes de coiffes, je suis sûre de moi. Moi, je dirais non à la question. Vraiment un non, un gros non. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas pour ma part, mettre un tissage ou mettre des extensions ne veut absolument pas dire que je veux ressembler à une femme blanche ou que je veux, comme on m'a dit dans les commentaires, que vous êtes en train de singer les femmes, les européennes. Ça n'a absolument rien à voir. Moi, je retourne un peu plus loin dans mon histoire. Je vais au Fouta, je vois déjà des extensions. Je vois déjà des longues coiffes avec des longues tiges. Je vais les Maasai. Les extensions ne veulent... je comprends vraiment... Là, je suis en train de m'émoustiller, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que directement la chevelure doit nous mettre... Voilà, elle, c'est une pro-black. Elle, non, c'est une... non, mais justement, c'est parce que vous le prenez comme tel. Quand on vous dit à cause de la chevelure, c'est une fatou, pour vous, ça devient un problème. Oui, mais ça, c'est un seul point dans la définition. Oui. Il faudrait qu'on fasse un micro-trottoir. On est là pour faire le micro-trottoir. Nous allons prendre madame à Guyancourt. Pardonnez-moi. Bonjour, madame. Bonjour. Vous avez la parole. Alors, j'aimerais réagir juste par rapport à ce qu'elles ont dit concernant les mèches, la façon d'être, je vais dire, de la femme africaine. Moi, je pense qu'il faudrait, sans insulter qui que ce soit, être le témoignage de ce qu'on raconte soi-même. Parce que, en même temps, moi, quand je regarde sur le plateau, je suis africaine. Hein. Je regarde sur le plateau, je vois que il y a 3 filles, donc sur 4, qui ont un tissage. Et je vois la jeune femme, je sais pas comment elle s'appelle, qui a des tresses. Moi, je suis fière de voir ça. Parce qu'aujourd'hui, quand je monte dans le train, dans les transports en commun, je vois beaucoup qui ont des tissages. Mais qu'est-ce que les Blancs vont penser? Vous voyez une femme noire comme l'ébène, qui a de longs cheveux lisses, qui bougent dans tous les sens, et elle est fière de porter ça. Mais pourquoi ne pas porter des locks? Pourquoi ne pas porter vivons ce qu'on est, soyons fiers de ce qu'on est, sans insulter les demoiselles. Hein. C'est pas grave, c'est la mode. Mais moi, j'aimerais qu'on soit fiers de ce que l'on est. Et avant tout, avant de parler, j'aimerais qu'on soit naturel et qu'on montre justement qu'on est fiers de ce qu'on est, de notre appartenance. Parce que quand vous voyez des femmes, il ne faut pas trop exagérer dans le tissage, dans le maquillage, des cils jusque... Enfin voilà, faut être naturel, il faut être fier de ce qu'on est. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on gagnera le respect des Européens. Parce qu'aujourd'hui, on veut se rapprocher des Européens. Parce que le blanc, quand il va nous voir, soyons clairs, appelons les choses par leur nom, il va se dire, elle a envie de ressembler à une femme européenne, à une femme blanche. Avec des Merci madame pour votre intervention. Je voudrais, Marthe, vous laisser le soin de réagir à ceci sans que personne ne vous coupe la parole sur le plateau. Nous vous écoutons. Mais j'ai rien à dire. Pardon? J'ai rien à dire. J'ai pas entendu, je suis désolée, vous pouvez parler plus fort?
Vous n'avez rien à dire. Voulez-vous réagir à Oui, cela? je veux bien réagir. Ce qu'elle a dit, la dame, et je reviens aussi un peu à ce que tu as dit, moi, je pense qu'elle a un peu tort quand même, parce que quelqu'un qui porte des mèches ou qui fait un peu plus... qui a dit qu'il faut avoir le respect des hommes, des gens européens, excusez-moi du terme, mais moi, j'en ai un peu rien à faire d'avoir le respect des gens européens. C'est pas eux qui m'ont nourri, c'est pas eux qui m'ont accouché, c'est pas eux qui payent, qui payent mes vêtements où je m'habille, qu'ils ont même payé mon école. Ils m'élèvent pas, donc j'ai pas à avoir le respect européen. On n'est pas là pour avoir le respect des gens. Moi, j'ai eu le respect de mes parents, de ma famille, devant mon Dieu, c'est tout. Je me respecte moi-même et c'est pas parce que on n'a jamais dit qu'on mettait des tissages et qu'on voulait forcément ressembler à une femme blanche ou quoi, ou se mettre une image pour forcément ressembler à ou pour faire plus blanche. Non, moi on peut être bien les femmes noires en mettant des tissages, peu importe des extensions, en restant en femme africaine. De toute façon, je suis fière d'être africaine, ça c'est sûr et je ne changerai pas. Et on dit les noirs, mais les blanches, elles mettent bien des tissages. Hein. Il y a des blanches qui mettent des extensions qui viennent se faire coiffer à Château d'Eau. Hein. Excusez-moi, mais ça, par contre, on ne parle pas d'eux, on ne met pas ça sur Twitter ou quoi. Les femmes blanches viennent à mettre leurs extensions, parce qu'on peut parler d'eux aussi. C'est eux, ils viennent mettre nos mèches. Vos mèches, c'est à qui appartiennent les mèches? Les mèches, ils appartiennent aux entreprises. À qui appartiennent les mèches? Non, mais ce que je veux dire, c'est que Qui a piqué les mèches à qui? Oui, enfin, alors, je veux dire en gros que voilà, c'est quand même les femmes africaines à la base qui mettent ça sur elles. Oh bah, à la base, c'est quand même les femmes pas africaines qui ont les cheveux longs, je dirais. Oui, tout donc, à fait, quand vous dites qu'elles viennent nous piquer nos mèches... Bah, en tout cas, nous, on fait plusieurs coupes et elles vont bien dans nos salons, elles vont dans les salons pour se faire coiffer en femme. Bon, alors, voilà, plus sérieusement tout de même, est-ce qu'on n'a pas, en dehors de cette question d'apparence, quand on a entre 16 et 22 ans, c'est le cas aujourd'hui sur le plateau en tout cas, en tant que jeune femme, jeune fille d'origine africaine, n'a-t-on pas d'autres préoccupations aussi? J'aimerais quand même que vous exprimiez là-dessus. Il n'y a pas que l'apparence, il n'y a pas que la façon d'être. Marthe, tout à l'heure, sur les mèches, on ne revient pas dessus, mais quelles sont aujourd'hui les questions sur lesquelles vous aimeriez que les choses avancent ou que les choses puissent changer? J'en ai pas. Je ne vous entends pas du tout. J'en ai pas. Tout va bien? Vous n'avez pas envie d'en parler? Peut-être, je sais pas, mais j'en ai pas là. Pas de questions. Non, pas des questions. Est-ce qu'il est des choses, quand vous regardez autour de vous, est-ce que vous pensez que tout pourrait changer, tout pourrait être mieux, ou est-ce que les choses n'ont qu'à être comme elles sont, et puis la vie, ainsi va la vie? Parce que peut-être tout pour vous va bien, mais autour de vous, il y a des personnes pour lesquelles, en ayant le même âge que vous, en tant qu'étudiante, je ne sais pas quoi, elles ont d'autres misères, il y a peut-être des choses qui demandent à être revues. Ouais, peut-être autour de moi, mais moi, pour moi, je vais bien. Tout se passe bien. Et les autres n'ont qu'à se débrouiller avec leurs problèmes? Je vous embête. Alors, quels sont les autres problèmes en dehors de cette question d'apparence tout de même? Quand on est femme surtout, est-ce que vous vous définissez par le fait d'être femme d'abord ou d'origine africaine d'abord? Votre centre de gravité, il est où exactement dans votre être? Bah, ça dépend des moments. Il y a des fois c'est où, caméléon? Ah oui, c'est caméléon, mais là, pour le moment, c'est d'abord être africaine, d'abord être d'origine africaine et après être une femme. Parce que la discrimination ou l'autodiscrimination, elle se fait pas forcément parce que je suis une femme, mais parce que je suis noire en général. Et pour des choses à changer, oui, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y a des choses à changer dans l'éducation, il y a des choses à changer dans l'orientation, par exemple. Je reste dans l'éducation, des choses à changer dans la façon de faire, dans la façon de percevoir les choses. Je sais pas, il y a tellement de choses à changer dans le dialogue intergénérationnel, surtout. Pardon. Oui, à part reprendre sa mère pour sa grand-mère quand on est petite, que peut-on changer dans ce dialogue intergénérationnel? Expliquer, je sais pas comment dire, ne pas en fait faire en sorte que l'enfant accepte une forme pas de soumission, mais une forme d'échec. C'est vraiment aux parents de le revaloriser, de lui expliquer, non, écoute, tu as échoué là, mais tu as d'autres... En fait, c'est... Pour moi, vraiment, je sais que je vais encore choquer, mais pour moi, aller en BEP, alors qu'on peut aller en général, c'est quelque chose de...
c'est pas encourageant pour les jeunes. Tu te dis, ah, tu as le rêve, parce que, enfin, je vais prendre mon expérience comme d'habitude. J'étais dans un lycée dans le 93 avec une moyenne nécessaire, suffisante pour passer en général, en première générale. Donc, ce qui n'a pas été possible parce que je bavardais trop, je faisais trop de bruit. En fait, par mon comportement, ils ont jugé nécessaire, voire indispensable, que j'apprenne un métier rapidement parce que je n'étais pas faite pour les études. Donc, chose que j'ai acceptée. J'ai fait un jour dans un lycée professionnel. Mais à un moment, ma mère, elle est venue, qui était en Afrique, elle est venue spécialement. Elle m'a sortie de ce lycée. Elle m'a mise dans un lycée privé dans Paris. Bon, ça peut être n'importe où, d'autres, pardon. Et de ce fait-là, j'ai réussi à avoir mon bac littéraire et d'accéder aux études, à l'enseignement supérieur. Chose que je n'aurais, puisque j'avais accepté. J'avais même envoyé une lettre à ma famille en disant, et parce que je rédige pas mal, assez bien, oui, bonjour la famille, écoutez, moi je suis prête, je sais que c'est mon avenir, je sais ce que je fais, laissez-moi aller en BEP. Enfin, je ne dis pas forcément que tous ceux qui ont fait un BEP sont, c'est une tare d'avoir fait cela. Encore faut-il que ce soit votre choix d'orientation, c'est surtout ça la question. Mais c'est le fait de me faire, je sais pas comment dire, subir, accepter quelque chose que je voulais faire du droit. Je voulais le faire. Mais surtout si je que là, on peut bavarder tant qu'on veut d'ailleurs. Oui. Si et que c'était une de vos qualités. Je voudrais que vous exprimiez là-dessus, sur ce dialogue intergénérationnel. Comment voyez-vous les choses aujourd'hui? Franchement, je sais pas trop. Ouais, un côté, je trouve qu'elle a raison, mais bon, après, BP, c'est des études et un diplôme comme un autre. Hein. Il y en a qui ont des difficultés, il y en a même qui sont en BP ou en CAP, et puis qui après, qu'ils évoluent petit à petit, qui montent à Bac Pro jusqu'à BTS MUC. Hein. J'en connais. Le problème étant pas telle ou telle série, mais plutôt le choix que l'on a fait de faire telle ou telle orientation. Surtout, c'est sur le choix, bien plus que sur la nature des études, hein, pour être bien clair. Oui, mais en général, c'est pas un choix. C'est ça le problème. C'est pas un choix. Ouais, on nous le dit plutôt, je pense. Oui, on nous le suggère, on nous l'impose. Ouais, on nous l'impose et après on est obligé de faire. Parce que moi, je pense que moi, on m'avait pu s'imposer aussi. Ouais, mais bon, après, moi aussi, ça m'a arrangé parce que j'ai aimé ce que je faisais. Nous allons faire une petite pause musicale, brève, le temps de laisser deux autres... Vous avez fait ouf, Marthe. Le temps de laisser deux autres jeunes filles prendre vos places pour pouvoir continuer dans cette discussion, que ce ne soit pas l'avis de 4 personnes, mais 6 valant mieux qu'une. Et puis au téléphone, en précisant que la ligne reste ouverte pour que tout le monde puisse continuer à participer, que les parents puissent entendre de la voix des jeunes ce qu'ils voudraient faire, comment ils voudraient être encadrés aussi. C'est important de les associer dans ces questions-là. Merci d'être venus. Je voudrais quand même Non, je poserai la question aux jeunes filles qui viendront juste après. Sur un point, le fait de ne pas vouloir prendre la parole aussi quelque part, ne produit-il pas ce dont on se plaint quelquefois, parfois, au féminin surtout? Merci en tout cas, Marthe, d'être venue là. Merci à vous aussi d'avoir accepté de participer. Ne partez pas, nous allons regarder en musique une personne, c'est une reine mère que nous avons regardée, que nous avons reçue dans Les Vous Écoute dans une édition précédente. C'est Princesse Queen Dayenou en musique. Regardez s'il vous plaît. À tout de suite. L'événement est tombé à point nommé. C'était ce samedi 31 juillet à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Il s'agit d'un important rendez-vous à l'appel de Sa Majesté, le roi Tchoua Kemajou Vincent, en séjour dans la capitale française. Le chef supérieur de la communauté Bazou était accompagné de 2 de ses homologues du département d'Undé, à l'ouest du Cameroun. C'est environ 200 fils et filles de la communauté Bazou résidant en Île-de-France qui ont répondu spontanément à cet appel. Malgré les 6000 km qui nous éloignent, notre souci constant est de se demander comment accélérer le développement de ce village. La mondialisation ne semble pas faciliter les choses. Le train de développement
ne roulera pas à la vitesse des sous-développés, mais les sous-développés, eux, doivent s'efforcer de rattraper le train avec la vitesse du jour. C'est une grande ambition qui nous demande de corriger certaines de nos habitudes, mais sans toutefois renoncer à nos valeurs fondamentales. Ce que je viens de vous dire en quelques mots fait partie des objectifs que poursuit l'association Bazou de France. Nous resterons à l'écoute des conseils que vous nous prodiguerez et même à votre retour au village, nous continuerons à vous tenir au courant de nos objectifs et de nos résultats. N'oubliez jamais d'où vous venez. Pensez à ceux que vous avez laissés derrière vous. Car l'eau qui oublie sa source se dessèche. Peuple de ma communauté, je ne viens pas... Je vous reprends et vous reçois, mesdemoiselles. Merci d'être venues sur ce plateau. Nous allons commencer par notre téléspectateur de Valenciennes. Depuis un moment, nous vous donnons la parole. Nous vous écoutons sur cet univers où la question se décline au féminin, au très jeune féminin même. Miroir, qui suis-je? Vous avez la parole, bonjour. De Valence, bien sûr. Bonjour. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. C'était pour réagir à l'émission? Oui. Oui, donc en fait, c'était pour passer un petit mot en disant que, bon, déjà, nous sommes africains. Donc il faut garder quand même, je pense, nos cultures aussi, parce que je pense que chaque race a ses cultures. Donc nous avons nos cultures aussi. C'est pas parce que nous vivons en France que nous devons oublier nos cultures. Nous devons nous habiller comme on veut, selon nos traditions. Ici, c'est des boubous. Je pense qu'il n'y a pas de honte. Au contraire, nous attirons le regard vers nous. Donc moi je sais que ma mère porte souvent des boubous et beaucoup de gens viennent dire que c'est beau, que c'est quelque chose de très bien, que il y en a même qui veulent en acheter. Donc je ne vois pas où est la honte en s'habillant en boubou, quoi. Donc voilà. Donc tout le monde a ses racines. Ce qui est important, c'est ne pas oublier ses origines. Voilà. Pour ceux qui sont peut-être trop restés en France trop longtemps, mais il faudrait peut-être aller faire un tour en Afrique puis voir comment les autres s'habillent. Et puis en revenant, je pense que vous aurez une autre image de la société qui veut nous faire refléter, quoi. Voilà. Quel regard portez-vous, monsieur, sur les jeunes femmes d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, les filles notamment? Les filles d'aujourd'hui, en fait, veulent plutôt, bon, c'est pas pour vexer les filles qui sont autour, hein. Les filles d'aujourd'hui veulent plutôt ressembler à l'image occidentale, c'est-à-dire à la femme française, cheveux lisses, tout ça, alors que bon, je ne vois pas il n'y a pas de problème en cela, quoi. Il faut être libre et puis s'habiller comme on veut, et puis on est africaine quoi qu'il arrive, hein. C'est pas parce qu'on a les cheveux lisses que vous serez considérée comme une blanche, hein. Parce que quoi qu'il arrive, on nous voit comme en tant qu'Africains, hein. Donc ça ne changera pas, et puis je pense pas que ça changera les mentalités à ce niveau-là. Donc moi je pense qu'il faut plutôt garder nos origines, et puis je pense que ça laisse quand même une image en soi qui nous est très chère, quoi. Voilà. Moi je suis très fier d'être africain, je suis très fier de voir ma mère comme elle s'habille en boubou. Je n'ai jamais eu honte en venant me chercher à l'école. Au contraire, ça a toujours attiré des regards, et puis la curiosité, c'est très bien. Voilà, merci monsieur pour votre témoignage. Sont donc sur le plateau avec nous Patricia Gomez. Bonjour Patricia. Bonjour. Merci d'être là. Et Lydie Oboyi. Bonjour. Bonjour Lydie. Vous avez entendu ce qui s'est dit en première partie d'émission. Est-ce que vous avez des réactions, que ce soit sur la relation entre les parents et les jeunes que vous êtes, ou que ce soit sur cette question de Fatou or not Fatou? Non, mais moi j'ai quelque chose à dire par rapport à ce que tu avais dit. Vous voulez parler plus fort, s'il vous plaît? Oui. Par rapport à l'anecdote que tu avais honte que ta mère vient te chercher, ou c'était un truc comme ça. Moi, je pense pas. Parlez vraiment plus fort, hein, on vous entendra mieux. Oui. Non, votre micro, il marche très bien. Parlez juste plus fort. Je pense pas que ce soit une honte que sa mère vienne te chercher en boubou. Je trouve que c'est plutôt une fierté de voir sa mère venir te chercher avec boubou, montrer qu'elle c'est la femme africaine, qu'elle assume totalement de venir chercher ses enfants. Enfin, je trouve que ce soit une blanche ou une arabe, ou tout le monde vient chercher son enfant, justement. Tu devais pas dire à tes copines, tes copains, c'est ma grand-mère, non. Tu dois justement être fière que ce soit ta mère qui vient te chercher en cours, qu'elle est là pour toi, pour t'aider, pour te ramener chez toi. Tout ça, moi, je pense que... Moi, personnellement, j'étais contente quand ma mère venait me chercher. Certes, elle n'était pas forcément toujours habillée en boubou, elle avait un pagne attaché ou ses cheveux comme elle voulait. Mais moi, j'étais contente quand ma mère venait me chercher, elle me faisait mon goûter à la fin de l'école. Enfin, c'est des petits trucs comme ça qui
qui me disent que c'est bizarre comme mot. Alors, avant que vous répondiez, parce que vous allez répondre, bien sûr, est-ce que vous avez, vous, toujours été à l'aise avec la personne que vous êtes par rapport à ce être et ce paraître dont on parle depuis le début? Miroir, qui suis-je? Est-ce que je suis Fatou aux cheveux crépus? Est-ce que je suis... Allez, on va la nommer, elle va nous aimer. Beyoncé aux cheveux longs, justement, à n'en plus finir. Qui suis-je? Est-ce que vous avez toujours été à l'aise tout le temps avec votre être, votre volonté d'être et ce qu'on peut, et le qu'en dira-t-on, justement? Non, moi, franchement, j'ai jamais eu de problème par rapport à mon apparence ou mes cheveux, ou Fatou, pas Fatou. Oui. Franchement, ce que les gens ils pensent de moi, ça me passe aussi de la tête. Enfin, au-dessus des mèches. Non, mais franchement, ça m'emporte rien du tout. Comme Jen l'a redit, c'est pas eux qui ils font rien pour nous, ils sont pas là pour nous aider. Ils ont jamais été là, on les connaît même pas. Pour vous dire, on les connaît pas, ceux qui parlent sur nous. Maintenant, ils peuvent dire qu'on est des Fatou parce qu'on met des longs cheveux, on met des faux cheveux, on met des faux ongles, on met des faux cils. C'est même pas leur problème. Si on a envie de s'embellir, être belle pour ci, pour ça, si on se sent bien avec ça, il n'y a pas de gêne à porter ça. Enfin, je trouve, si tu mets ça, c'est pour assumer ce que tu fais, tu assumes ce que tu fais. Si tu mets des faux ongles, des faux cils, des faux cheveux, c'est bien. C'est pour toi que tu le fais, c'est pas pour les autres, c'est pas pour s'attendre à une réponse positive ou négative Ou le qu'en dira-t-on? Voilà, exactement. Alors, merci. Patricia Gomez, est-ce que, justement, quelquefois, elle nous dit, on veut s'embellir, des faux cheveux, des faux cils, des faux tout ce qu'on veut. Est-ce que, quelquefois, on n'est pas quand même à la limite de s'enlaidir plutôt que de s'embellir, d'une part? Et puis, d'autre part aussi, qu'auriez-vous à nous dire sur ce qui a été déjà abordé au préalable, à savoir la relation entre ces deux générations, les parents et les jeunes, par exemple? Pour moi, déjà, si on met pas de faux cheveux, on ne regarde pas. Je vous entends pas. On est obligé de mettre des faux cheveux pour nous regarder. Oui. Si on n'a pas de faux cheveux, on ne nous regarde pas. Si on a des faux cheveux, si on n'a pas de faux cheveux, on ne nous regarde pas. D'accord. On est obligé de mettre ça. Sinon, les gens, ils nous taillent ou ils nous critiquent. Regardez-moi en l'occurrence d'ailleurs. J'ai les vrais cheveux, mais vous pouvez me regarder. Oui. Alors, est-ce que c'est important le regard? Parce que quand on parle justement de miroir, vous faites bien d'aborder ce point-là. C'est important le regard de l'autre? Bah, je pense. Hein. Pourquoi en faire d'ailleurs? Parce qu'elles nous disent depuis tout à l'heure, de toute façon, ils pensent ce qu'ils veulent, ça nous est égal. Et vous nous dites, le regard de l'autre, en quoi c'est important? Bah, c'est important, parce que ça nous suit toute notre vie. Hein. Mais vous savez, on n'a pas les yeux dans le dos. Quand on est parti, que les gens nous regardent pas, finalement, on ne le sait pas. Pour moi, en tout cas, on est obligé de mettre des faux cheveux. Tout le monde met des faux cheveux, sinon... Oui. Si vous ne calculez pas le regard des gens, oui. Restez naturel, alors. D'accord. Moi, je pense ça. Et sur les liens intergénérationnels? Parce que comment? Sur les relations entre les jeunes et les parents? Bah... je sais pas. Moi, je pense comme Lydie. Hein. Heureusement, quelqu'un pense comme vous pour que vous puissiez vous adresser. Donc, alors, justement, vous entendez ce qu'elles nous disent. Hein, finalement, on ne prête pas nécessairement, on n'en accorde pas forcément beaucoup d'importance à ce regard extérieur. Moi, je pense que c'est... bon, je dirais pas que c'est faux, parce que j'ai du respect pour toi, mais c'est pas tout à fait vrai. Je pense que si on vivait sur une île déserte et qu'on était tout seul, on n'aurait pas besoin d'aller à Château d'Eau, de payer des centaines d'euros. Alors, Château d'Eau, pour la compréhension de ceux qui nous regardent et qui ne sont pas du tout au centre de la Terre, comme vous, sur la place parisienne, donc Château d'Eau. Château d'Eau, c'est un endroit où ils poussent des cheveux sur les murs, où il y a tous les coiffeurs, enfin oui. tous les bonnes coiffeuses de tissage, telles que non, je rigole. Et non, je pense que si vraiment on s'en foutait, on ne mettrait pas de faux cils, on ne mettrait pas de faux ongles, c'est pas vrai. Moi, franchement, le regard, c'est important. Des gens. Faut se le dire. C'est très important. Et je pense que c'est le regard des gens, enfin c'est en tout cas notre perception du regard des gens qui fait que quand on grandit, on devient qui l'on est. Si on nous dit pas, t'es gros depuis que t'es petit, on se sentirait pas gros. En tout cas, je ne pense pas. Même si on est gros. Même si on est gros. Enfin, quand même. Bah, on ne se sentirait pas gros à outrance, à un point de... On se sentirait qu'on est gros, mais c'est pas forcément grave. Voilà, exactement. On ne verrait pas ça comme une tare. Exactement, comme une tare. Voilà. Alors, sur un autre point quand même, on a compris que pour vous, tout va à peu près très bien en dehors de ce que pensent les autres de vos coiffures et de vos cheveux, de vos ongles. Mais il est d'autres réalités. Il est des personnes de vos âges respectifs qui ont d'autres réalités. On va parler du cas des mariages forcés, on peut parler de l'excision, on peut parler de d'autres choses encore. Comment est-ce que cela
vous parle ou pas du tout d'ailleurs? Justement, c'est pour ça qu'on a créé cette ONG pour que, de toute façon, c'est vrai que là, on en a beaucoup reparlé de tout ce qui est capillaire, tout ce qui est de la peau, mais c'est vraiment pas c'est pas sur ça qu'on doit se focaliser. Ce qu'on veut dire à travers de la populace, c'est que, d'accord, on a nos défauts, d'accord, on a les critiques, d'accord, très bien, soit, mais il y a des problèmes, il y a de réels problèmes, des problèmes d'identité, des problèmes de mariage forcé, des problèmes d'incompréhension. Justement, en fait, pour nous, donc on doit arrêter de s'apitoyer sur notre sort. Arrêtez de se dire « Oh oui, il m'a fait ça ». Non, on est dans une dynamique où on doit s'inspirer des énergies positives pour entraîner des gens qui voudraient aller de l'avant et laisser ceux qui sont tarés, pas dans le sens fou, mais avec des tares, dans leur coin. À l'inverse, vous êtes donc des jeunes filles. Savez-vous si pour les garçons de votre âge, 19 ans, 18 ans, vous avez 16 ans, Lydie, vous avez 16 ans. Merci pour l'autorisation parentale que j'ai reçue, n'est-ce pas? Parce que je ne voudrais pas avoir de problème. Et vous, non pas Marthe est partie sans rien nous dire, elle n'avait rien à nous dire, nous disait-elle. Patricia Gomez, savez-vous, vous avez 18 ans, ce que quand on pense quand on est un garçon, est-ce que c'est forcément plus facile, les garçons de votre âge? Est-ce qu'ils sont mieux à l'aise dans leur basket, on va dire? Est-ce qu'ils ont d'autres problèmes? Savez-vous ce qui les préoccupe par rapport à la vie en général? Les sous. Les sous? Oui. Ils veulent gagner de l'argent? Ouais, ils pensent qu'à ça. Mais pourquoi? Avoir des sous. Et pourquoi ils ne pensent qu'à ça, à votre avis? Parce que, je sais pas, c'est la génération maintenant, tout le monde pense aux sous. Est-ce que c'est propre aux garçons ou est-ce que les filles aussi? Même les filles aussi. Ça arrive avec les filles. Ça coûte tout le monde veut de l'argent, se faire de l'argent. Pourquoi faire alors avec tout cet argent? On peut tout faire avec. Franchement, ça aide beaucoup l'argent. Si en dessous de ma calebasse, là, il y avait tout plein de sous pour chacune d'entre vous, qu'en feriez-vous par exemple? Si vous avez beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous feriez? Vous commenceriez par quoi? Oui. Investir pour on part d'ici déjà. Ouais, pour payer. Vous partez d'ici? Alors, on va essayer d'y aller chacune son tour. Donc vous partirez d'ici ou de France, vous voulez dire? Ouais, de France. Pour aller où? Miami. Et pourquoi Miami et pas Bamako? Par exemple, parce que Miami a tout. Bamako. Oui. Avez-vous déjà été en Afrique? Ouais. Au Cap-Vert. Au Cap-Vert. Et donc il y a moins bien belles plages là-bas qu'à Miami, par exemple? Ouais. Parce que Miami a tout. Tout, c'est quoi pour vous? On peut se mettre à l'aise là-bas, voir beaucoup de choses. On peut mettre un short qui commence là où il s'arrête? Ouais, exactement. Alors vous m'obligez à faire des césariennes, c'est vous qui parlez, ça n'est pas moi. Alors je vous écoute, vous gagnez beaucoup d'argent, qu'est-ce que vous en faites? Non, moi j'investirais pour commencer à me payer. Plus fort s'il vous plaît. Pour commencer à me payer code, permis, tout ça. Et une fois si vous avez votre permis et une grosse enveloppe d'argent, qu'est-ce que vous en faites? Je m'achèterai des habits, tout ce qu'il faut. Et si vous avez une armoire pleine d'habits, le permis, la voiture qui va avec et tout ce qu'il faut, ensuite vous faites quoi de cet argent? Après, si j'ai tout ce qu'il faut pour moi, oui. La famille elle vient après. Ou elle vient tout simplement en même temps. Je les fais plaisir comme moi, je vais me faire plaisir. Oui. Je vais aider ma mère, il y a beaucoup de choses à faire, à payer le loyer, à essayer de... Je vais aider mes parents, tout ce qu'ils m'ont donné, je vais leur rendre en 100 fois plus. Si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, c'est vrai que l'argent, elle tombe pas du ciel, donc je pense pas que ça va arriver comme ça du jour au lendemain. Non, ça tombe toujours pas du ciel. Il y a beaucoup de choses à faire, Patricia Gomez. Qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous aviez une baguette? Allez hop, voilà, tenez ça dans vos mains. C'est une baguette magique. Allez, c'est une baguette magique. Avec ça, vous avez tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous changez au monde des filles et des garçons, par exemple, aujourd'hui? Déjà, j'ai donné de l'argent à toute ma famille. Comme ça, tout le monde a une bonne baraque, une bonne maison pour eux. Tout le monde est riche, on va partout. Voilà, quoi. Moi... On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais pour moi, ça fait le bonheur. D'un côté. Bon, alors de la populace, vous avez, comme on dit chez les jeunes, du taf, donc du travail. Ouais. Beaucoup d'argent. Vous avez parlé depuis longtemps, depuis tout à l'heure, longuement de cette élite que vous voulez remettre en place à cheval, c'est le cas de le dire. Vous parlez là de l'élite d'origine africaine. Vous avez précisé que ça n'est pas l'élite au sens de l'éducation, c'est plus une question de modèle. Et ensuite, quand il y aura tous ces modèles en vigueur, que pensez-vous que cela va changer? Ça va changer beaucoup de choses.
Déjà, ça va changer l'esprit Miami. Je m'achèterai beaucoup d'habits. Je veux pas vous critiquer, mais je pense qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Et quand on a ces choses-là, des choses essentielles, après, on peut penser au superflu. Parce que pour moi, c'est du superflu. Je pense qu'il faut d'abord qu'on soit bien dans nos têtes, qu'il faut qu'on soit fiers dans nos têtes, qu'on soit bien assis dans nos têtes avant de penser... enfin, c'est comme, par exemple, quand tout le monde nous reprend sur les mèches, elle met des tissages. C'est secondaire. Pour nous, c'est tellement secondaire. Mais alors, on peut se demander pourquoi avoir des cheveux à la Fatou, comme vous disiez, n'était pas si secondaire. Mais en fait, moi, pardon. Alors, si vous êtes d'accord, pardonnez-moi, on va partir au Sénégal écouter une dame et ensuite on en revient sur le plateau. Bonjour, madame. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Nous vous écoutons. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. J'appelle du Sénégal. Oui. Je voudrais m'adresser... Bonne année, Lady. Bonne année à vous, madame. Oui, je voudrais m'adresser aux 3 premières qui sont passées là, à propos des mèches, des fossiles et tout. Je voudrais leur dire déjà que je les félicite beaucoup, parce que c'est pas évident aujourd'hui, là où elles sont là, d'avoir toute cette pression là sur elles. Donc, il y a bien eu des gens qui sont venus avant elles. Aujourd'hui, si elles ont eu le courage de venir discuter avec vous sur le plateau de ce problème, on ne peut que les encourager. Hein? Parce que les fossiles, il y a les blanches qui le mettent aussi, donc c'est pas un problème. Il faut de tout dans un monde. OK? Et je pense que la génération qui vit à Paris actuellement, c'est comme des métis. C'est très difficile. On a des problèmes dans notre communauté, on a des problèmes avec les Européens qui sont là. Européenne, on reste toujours africaine. Dès qu'on voit une africaine, de par sa couleur, on sait qui elle est. Donc dans la vie, il faut un peu de tout. En parlant de boubou, aujourd'hui les jeunes filles qui sont là-bas, il y a des petits tailleurs, il y a des petites jupes, il y a des jupes longues, il y a des complets wax qu'on coud. Par exemple, si elle n'est pas bien de se mettre en boubou, peut-être que ça fait plus que son âge, elle peut se mettre des petits tailleurs. Moi, parfois, quand j'arrive à Paris, je vis au Sénégal. J'ai des tailleurs, j'ai des jolis trucs brodés, je mets un joli manteau, ou bien je fais un truc, je fais un mélange. J'essaie de moderniser un peu ce que j'ai. Comme les blanches qui viennent, elles mettent des tissages, elles mettent des tresses. C'est pas parce qu'elles veulent ressembler aux noirs, non, c'est parce qu'elles trouvent que c'est joli. Donc, je veux pas il faut pas qu'elle ait ce complexe. Moi, je suis très d'accord avec elle, qu'elle se batte pour ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, ce sera d'autres personnes. Il faut bien que quelqu'un commence. Donc, si elles sont là aujourd'hui, il ne faut pas qu'on les critique. On doit les encourager parce que c'est très, très, très dur. C'est pas facile la vie qu'on vit aujourd'hui. C'est pas facile pour les Noirs. Les garçons, il n'y a pas de problème. Ils portent un t-shirt, un pantalon. C'est pas grave. Moi, je suis très fière de vous. Je vous dis encore bravo, bravo et bravo. Continuez comme ça. On est avec vous. Il faut un peu de tout. Cléopâtre, elle mettait des maquillages. Elle mettait des, je sais pas si c'était des fossiles. Elle faisait des rajouts. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, c'est pas parce qu'on met des mèches ou on met des fossiles ou on se maquille. Eh bien, il faut bien que ça change. Le monde évolue. Avant, on s'habillait avec des petits tissus. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Donc, c'est pas grave. Continuez comme ça. Moi, je suis fière de vous. Bravo. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Participation. Alors, pour en revenir donc à vos objectifs, vous avez quand même du fil à retordre parce que vous voulez remettre en selle certains modèles et vous avez entendu, madame, merci d'avoir nuancé cela. D'où que l'on soit et où que l'on soit, il n'est pas dit que parce qu'on est d'origine africaine, par exemple, il faille absolument coller à ce modèle-là. On a la liberté, encore une fois, de vouloir être bleu comme une schtroumpfette. Oui, mais il faut avoir ce choix, justement, de mais qui choisir. Dit qu'on n'a pas le choix? Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous laisse ressentir que vous n'avez pas le choix? Bah justement, par exemple, cette insulte. Par exemple. Mais les insultes, j'ai envie de dire que c'est vieux comme le monde pour adoter. Oui, mais c'est plus fort. Vous avez choisi. On subit plus des insultes étant noir, en tout cas en France. Je ne sais pas si ça existe en Afrique, l'insulte Fatou. Je pense que oui. Il y en a d'autres insultes. Hein. Oui, après il y en a d'autres. Mais en tout cas, nous, on est plus exposés à ce genre d'insultes. Au fatouisme aigu. Exactement. Madame à Lyon, bonjour. Oui, bonjour Lady, bonjour mesdemoiselles. Bonjour. Je suis contente d'être à l'antenne et puis je voulais réagir tout d'abord, miroir qui suis-je? Pour moi, je suis tout d'abord une femme avant d'être africaine. Ensuite, j'ai beaucoup aimé la réponse de la dame de tout à l'heure au téléphone. Effectivement, les mèches, les tissages, tout ça, ça vient de l'Afrique à la base. Donc, faut pas avoir honte de porter des mèches ou des tissages ou quoi que ce soit.
Concernant les vêtements aussi, je voulais dire, moi aujourd'hui j'ai la trentaine, c'est vrai que j'ai eu envie de porter les vêtements africains quand j'ai atteint la trentaine. Avant peut-être pas, c'est pour ça que je comprends les filles qui sont sur le plateau, si elles n'ont pas trop envie de porter des vêtements africains, c'est normal, c'est peut-être pas de leur âge. Pour le moment, elles n'y pensent peut-être pas, mais à un moment, ça va venir, elles vont peut-être en avoir besoin, envie, comme moi, j'en ai eu besoin et envie. Et effectivement, il y a des tailleurs africains qui font des tailleurs super beaux, des tailleurs pour les jeunes filles. Aussi, on n'est pas obligé de porter des boubous, mais il y a des tailleurs qui sont très sympas, il ne faut pas hésiter à en porter. Et je voulais dire aussi aux tailleurs en question qu'ils puissent faire des prix accessibles aux jeunes filles pour qu'on puisse porter plus souvent leurs vêtements. Et en même temps, je dis bravo aux filles qui sont venues sur le plateau et qui parlent de leur association. C'est très important, c'est très bien. La motivation est là, il faut continuer. Et puis, moi, je les encourage. Et je voulais aussi rajouter que, voilà, faut pas avoir honte d'être africaine. Faut être comme on est. On est fiers de l'être. Il faut continuer à mettre des cils, des sourcils, tout ce que vous voulez, des mèches. C'est très important parce que ça nous caractérise. C'est notre identité, donc faut continuer comme ça. Voilà. Merci Madame pour votre appel. Merci. Alors, des réactions à ces dames qui se succèdent, qui disent plus ou moins la même chose? Moi, je suis... ça me fait plaisir d'entendre ce genre d'avis, mais je voudrais aussi émettre une nuance. Une Africaine peut aussi avoir ses cheveux naturels, peut avoir aussi des locks, peut avoir la tête rasée, peut avoir des cheveux... Je sais que je fais souvent, parfois je laisse mes cheveux, parfois je les défrise, parfois je ne les laisse pas défriser pendant 1 an, parfois je me fais des tresses avec mes propres cheveux. Je veux dire qu'il faut vraiment qu'on arrête de se focaliser. Ça, c'est encore ça me désespère en fait. Ça vous désespère, mais si vous avez pris, l'enfant s'est présenté par les cheveux, c'est le cas de le dire, votre propos quand même, votre entrée de sujet et votre vidéo, c'est sur l'apparence. Et on l'attend étant entendu, donc il faudrait à peine être étonné que tout le monde justement soit versé là-dedans. Mais les gens qui disent fatou ne parlent pas que des cheveux. En fait, parfois, une fatou va avoir des nattes collées avec ses propres cheveux, va avoir un t-shirt, un pagne, elle va être normale. Mais ce sera quand même une fatou. En fait, fatou, c'est une volonté de te rabaisser. Tu te tais, mais alors à ce moment-là, on peut être blonde et être traitée de fatou. Non, parce qu'il faut que tu sois noire. Ouais. Alors, nous allons finir, parce qu'il faut finir un jour, refaire le monde 90 minutes. Vous avez vu, c'est long, ça passe vite. Je voudrais, Patricia, vous redonner le mot, on va dire le mot de la fin. Si vous aviez quand même quelque chose à faire, partager sur vos convictions et votre approche de toutes ces choses-là. J'ai bien compris qu'il faut de l'argent pour avoir une vie meilleure. Tout le monde a besoin d'argent, mais encore. C'est tout, je crois, pour moi. Pour moi, c'est tout. De l'argent Et tout ira bien? Ouais. Et ma famille sont en bonne santé, mes proches en bonne santé. Oui. C'est tout. Moi aussi, je pense que c'est l'essentiel, la famille autour de soi, être toujours accompagné de des gens qui t'aiment et de vivre la vie comme elle est. Et ne pas s'arrêter à ce que les gens disent et foncer. Toujours se battre pour avoir plus. Toujours se battre pour avoir plus. Le mot de la fin pour vous, tout de même. Le mot de la fin, j'espère que notre mouvement, notre ONG va se faire connaître et que les mentalités vont changer. Parce que tout à l'heure, elle disait que les gars qui emploient cette insulte, etc., ne pensaient qu'à l'argent. Je pense que c'est faux. Parce que de dire à une noire comme toi, tu es une fatou, je pense que c'est tout d'abord un mal-être personnel qu'on essaye de déverser sur son alter ego, mais c'est d'abord un mal-être. Donc non, je ne pense pas qu'ils n'ont que l'argent dans la tête. Est-ce que ça n'est pas tout simplement comment dirais-je, le rapport dominant-dominé entre les hommes et les femmes, oui, et on renvoie la femme qu'on a devant soi à la catégorie que l'on estime la plus inférieure, pour être sûr qu'elle sera suffisamment mal à l'aise?
En rappelant votre site internet, donc, parce que vous avez parlé tout à l'heure de visiteurs pour votre vidéo, il faudrait que le monde entier aille voir ce que vous avez à nous dire. La vidéo se trouve donc sur YouTube, Les Fatous et l'autoracisme. On a également une page sur Facebook de la populace sur laquelle on interagit avec les internautes. Et le mot de la fin serait vraiment d'aller au-delà. Allons au-delà des apparences, allons au-delà des préjugés et ayons en tête que si on ne se bat pas pour demain, ce sera désastreux et catastrophique. Pour l'Afrique de demain, bien sûr. Pourquoi, on va finir là-dessus, pourquoi avez-vous souhaité passer dans cette émission ? Pour justement dire à nos homologues qui sont là-bas, pour ma part en Guinée, je dis Wonouali. C'est bien de leur dire dans la langue. Et juste pour leur dire que ce qu'ils veulent venir faire ici, ils peuvent le faire là-bas, mais qu'on arrive pour leur montrer. Justement. Pourquoi avez-vous souhaité participer à cette émission ? Pour dire aux jeunes filles, aux garçons, aux Noirs de France ou d'ailleurs désespérés qu'il y a des jeunes qui se lèvent, qu'il y a des jeunes qui sont engagés, qui sont militants, qui combattent pour leur cause et que tous ceux qui veulent ou tous ceux qui n'ont pas forcément le courage de le faire, qui ne sont pas seuls et qu'on est là. Voilà. Merci à toutes vous qui vous êtes succédés sur ce plateau. Merci Marthe qui n'aviez rien à nous dire. Merci à vous. Rendez-vous dans une autre édition de Lady vous écoute en espérant que vous allez vous continuer à pouvoir vous projeter dans l'avenir en prenant en compte cette fois-ci ce que pensent les femmes, toutes les femmes du monde, quel que soit leur âge. À demain.